Nous évoquions le Mali avec cette bavure des militaires maliens du G5 Sahel à Boulikessi, confirmée par une enquête onusienne russe. Donc, on a dans les États africains on tente de mettre en place un concept armée-nation où il y a une sorte de collaboration entre les populations et l'armée, mais c'est comme dans les habitudes de nos amis les corps habillés, c'est difficile à faire rentrer ce concept-là. Oui, c'est difficile de faire rentrer ce concept parce que les bases, à mon sens, sont faussées. Alors, pour revenir déjà à l'incident, je trouve que l'armée malienne, surtout l'État malien, aurait gagné à ce qu'on capture les coupables et qu'on les fasse juger. Qu'il y ait un procès. Ceux qui ont tué le militaire en question. Et cela aurait été un exemple de l'équité, justement, au niveau de la justice malienne. Et je pense que les peuples ont besoin de ça. Maintenant, pour revenir à ce dont tu parles, pourquoi je dis les bases sont faussées? Je dis les bases sont faussées parce qu'il s'agit de rétablir la conscience, de rétablir la confiance. Et le problème avec la confiance, c'est qu'il faut que les structures d'État soient à l'image de l'équité. Alors, je me rappelle qu'une fois, on avait eu un débat ici et je disais que pour parer à ce qui se passe, il serait intéressant de réinstaurer le service civil et le service militaire. Ce qui est actuellement en train de se faire en France parce qu'on s'aperçoit qu'à cause d'une certaine dissociation entre l'État et la population, d'un certain nombre de problèmes qu'il y a par rapport au sens patriotique qu'on aimerait avoir dans le pays, on est obligé maintenant, on a le président Macron qui essaye de rétablir un tant soit peu un semblant de service militaire pour que les populations se sentent intégrées dans ce qui se passe au niveau de... Alors, au niveau des populations africaines, c'est que dans des pays africains où l'armée très souvent a fait partie d'un système répressif, on a du mal parce que jusqu'à présent, quel que soit l'État africain, on a cette réactivité quand on dit le militaire, c'est celui qui inspire la peur. On dit le militaire, il y a deux choses chez le militaire, c'est que on n'a pas envie que ses enfants soient militaires de bas de classe, on veut que son enfant soit officier. Mais on veut que son enfant soit officier parce qu'il va avoir du pouvoir. On n'a pas, par exemple, si je veux parler du soft power, on n'a pas ce soft power qui fait que, par exemple, au niveau de nos enfants, on va voir un enfant qui veut être pompier, un enfant qui veut être policier, un enfant qui veut être militaire, commando. Non, il voit ça à la télé, donc son rapport à ça, c'est ce qu'il voit de l'Europe. Et quand, par exemple, il va dans la rue, on n'a pas, on n'a pas travaillé au sein de l'Afrique pour avoir une armée représentative. On a une armée qui est répressive. Donc quand par exemple au bord de la rue, le monsieur il se promène avec son enfant et qu'il va voir par exemple le monsieur de l'armée qui est garde, qui est dans un certain nombre de trucs, mais aucun parent africain ne rêve que son enfant lui dit papa demain moi je veux faire ça. Non. Le parent va accepter à condition qu'il soit galonné, qu'il soit officier, qu'il soit carré. Et tout simplement parce que justement dans la construction de nos États, on n'a pas cultiver cela. On n'a pas fait, paradoxalement, on n'a pas fait ce que le colon a fait. Quand le colon est venu coloniser nos États, il s'est arrangé pour instaurer un simulacre de service civil, un simulacre de service militaire qui a fait qu'on intégrait les gens dans la construction, on intégrait les gens dans l'éducation, on intégrait les gens dans l'armée. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un État qui se sert de personnes pour réprimer. S'il y a actuellement, on instaure actuellement le service militaire, on suppose, dans un État africain, mais vous êtes obligé d'être équitable. Parce que la population, elle prend conscience des institutions, elle prend conscience de leur fonctionnement, elle prend conscience de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, de ses droits. Parce qu'elle se sent participer à cela, il est difficile de la réprimer. Comme en Suisse, par exemple, où les gens, ils ont le droit, ils font leur service militaire, ils ont le droit d'avoir des armes. Comme Israël, ils ont le droit d'avoir des armes. Mais quand cela n'est pas, c'est compliqué. Alors, Sylvestre, est-ce qu'il est, par exemple, dans le cas dont nous parlons, le cas malien, est-ce qu'il y a des circonstances, j'allais dire, atténuantes, c'est-à-dire essayer de comprendre l'acte posé par ces militaires? Est-ce que c'était un acte de représailles ou bien c'est juste une confusion? Ils ont vu des gens, ils ont dit, bon, c'est des terroristes. Non, vous savez, l'élément, lorsqu'on parle d'exécution sommaire, ça veut dire que bon, ce n'est pas, ils n'ont pas quand même
tiré de manière disproportionnée sur la foule. Peut-être que ce sont des gens qui ont été arrêtés et après ils ont été exécutés. Voyez-vous, donc c'est là où ça devient compliqué parce que lorsque vous estimez qu'un des vôtres a été tué et que vous êtes arrivé quand même à mettre la main sur des présumés coupables, je crois que ça revient maintenant à la justice togolaise, donc d'établir à la justice malienne, donc d'établir donc les faits et de trancher en faveur donc de la vérité. Donc, mais là, c'est pourquoi je parlais donc au début de l'émission donc d'un désir de vengeance. Et puis ces genres de situations arrivent généralement dans certains pays. On parle souvent d'expéditions punitives. Et vous vous rappelez que lorsque l'incident donc des militaires qui seraient et donc exécuté au Togo, donc au début donc de la crise, à Sokodé, le chef militaire est parti donc voir l'armée togolaise où il a aussi tenu un discours qui a été diversement apprécié parce qu'il disait que je vous connais, je sais que vous n'allez pas me décevoir. Maintenant, devant donc le micro de RFI, qu'est-ce qu'il disait? Il disait donc qu'il y a 2 militaires qui ont été tués. Et donc, pour ne pas, comme il est le chef de l'État, le chef des armées, donc pour ne pas et permettre à ce qu'il y ait une forme d'exécution de représailles, d'expédition punitive, donc il est allé parler aux militaires donc de garder leur sang-froid. Donc généralement ces genres de situations arrivent lorsque au niveau donc des militaires vous perdez un être cher, il y a ce désir de vengeance là, ce désir d'en découdre avec ceux qui ont tué un des leurs. Alors c'est quoi qui explique? C'est quoi? C'est un manque de formation côté, je veux dire, sur le plan humanitaire. Justement, lorsque vous voyez ces genres de situations, c'est généralement en Afrique. C'est en Afrique. C'est généralement en Afrique. Donc du côté donc de l'Occident, il y a quand même cette culture là de mieux faire les choses. Mais bon, Maurice disait, les gens sont animés par un désir donc de pouvoir extrême, un désir donc de vengeance, de domination sur l'autre, et puis ils veulent tout de suite marquer leur territoire. C'est ce que nous voyons. Vous savez, autant il y a des mailles avec cette réconciliation et armée-nation et tout ça, ne serait-ce que pour permettre donc aux gens donc de vivre dans une certaine harmonie, dans une certaine familiarité, mais ça n'a véritablement pas pris parce que le militaire, à chaque fois qu'il sort, il a ce désir de domination. Vous voyez, je peux conclure peut-être que je vais donner la chose qui est gravement subtile, c'est que justement, c'est-à-dire le militaire qui va s'investir dans la représaille. En fait, il s'inscrit dans la représaille parce que, justement, implicitement, il n'aura pas justice de manière légale. S'il estime qu'il aura justice de manière légale, comme il se doit, en sentant réellement que quand on va arrêter les coupables, il va se sentir, un tant soit peu, réparé dans son amertume, il ne le fera pas. C'est ça le truc, c'est-à-dire les Européens. Ce n'est pas une manière donc de. Peut-être Constant va se prononcer, mais s'il y a un acte commis contre un militaire. Par exemple, les populations font de la vindicte populaire. Pourquoi ils la font? Oui, parce qu'ils se disent que la justice ne va pas le faire. Alors, quand par exemple le militaire qui a les armes, qui voit son frère d'armes qui a été massacré et qui ne comprend pas pourquoi il a été fait, et qu'à un moment il va dans la représaille. Pourquoi cela serait-il différent de ceux qui s'investissent dans la vindicte populaire? Constant, les mots. Oui, bon, en partie, sur certains points, je partage les analyses précédentes, sauf qu'il faut préciser qu'il n'y avait pas un divorce entre l'armée malienne et la population. C'est la poursuite, ces bavures sont survenues dans la poursuite des djihadistes qui se sont attaqués aux militaires. Et dans ce système où les militaires maliens sous la G5 Sahel sont peu renseignés sur les pistes des djihadistes, ils ont réagi vis-à-vis de ceux qu'ils avaient trouvés et soupçonnés comme les ayant attaqués. Je l'ai dit tantôt, les djihadistes ne sont pas identifiables ni par leur tenue, ni par quel signe que ce soit. Dans le centre du Mali, à Mopti, dans un village, il y a eu ces arrestations des hommes dans un village où, après ces arrestations, certains ont été libérés, mais d'autres ont été exécutés.
Parce que les militaires trouvent que ce sont ceux-là, soit qui abritent les djihadistes, ou bien eux-mêmes, ils sont des djihadistes présumés. Justement, ça pose la question que je posais préalablement sur leur formation. Ils sont dans le G5 Sahel, ils ont une mission spécifique. C'est pas d'aller exécuter les terroristes, mais de les appréhender, je dirais, au meilleur des cas. Alors, s'ils procèdent comme tel, ça pose des problèmes quand même. Il y a problème. Lorsqu'on se met un peu à la place des militaires, figurez-vous, dans le village de Boulekessi, au cours d'une attaque précédente, où 11 militaires ont été tués, il y a l'armée française, la Bachas française qui était au Burkina, qui est intervenue. Malheureusement, les djihadistes s'étaient déjà évadés. Ils s'étaient déjà retirés. Donc, les militaires étaient quand même sur leur, ils étaient déjà sur les nerfs. Donc, il est difficile que le militaire soit attaqué à bout portant et qu'il dise qu'il ne va pas réagir. Il faut nécessairement l'arrêter sans le tuer. C'est difficile. Ils sont en situation de guerre. Et lorsque, dans notre pays, par exemple, il arrivait, comme vous avez pris l'exemple, il y a plusieurs corps dans l'armée. Il y a les corps de maintien de l'ordre. Et il y a d'autres qui sont des corps de défense et de sécurité. Mais lorsque on s'attaque d'une manière ou d'une autre à ceux qui ne sont pas formés pour le maintien d'ordre, qu'on ne soit pas surpris de leur réaction. Mais si jamais il y avait ce service militaire, ce service minimum au niveau des civils, je suis sûr que cela aurait cultivé beaucoup plus de civisme. Et nous aurions eu un meilleur comportement de la part de la population civile. Et vice-versa. En ce moment, les militaires eux-mêmes savent que ce que nous avons en face de nous, ils ont quand même des notions de maintien de l'ordre. Ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs devoirs. Si bien que la gestion des situations sera beaucoup plus facile. Oui. Moi, je voulais quand même revenir rapidement sur l'intervention de mon frère Constant. Vous savez, le militaire, c'est le chef-contrôle. Vous voyez, lorsque vous estimez, parce que tout à l'heure tu disais, ils auraient dû, ils auraient pu, ils estimaient que, donc ça veut dire que déjà, si on part donc de ce principe, ça veut dire qu'il n'y a rien donc de concret. Ils ne sont pas quand même, ils n'ont pas la certitude que ceux qu'ils ont capturés sont des terroristes. Alors, le mieux à faire, c'est de les remettre à la justice. Lorsque vous êtes arrivé au moins à capturer des gens, mais remettez-les à la justice. Mais après il y a eu des exécutions sommaires, c'est pourquoi moi je dis qu'il y a problème. Parce que s'ils avaient quand même réagi immédiatement lors de l'attaque de manière disproportionnée, on pouvait même parler donc de dégâts collatéraux. On pouvait parler de dégâts collatéraux. Mais est-ce que vous avez mis la main sur les gens, mais remettez-les à la justice? Mais pourquoi donc faire des exécutions plus tard? Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il y a un désir de vengeance, il y a un manque donc de self-control, alors que le militaire, c'est comme le karatéka, parce qu'il doit avoir comme la maîtrise de soi. Il doit avoir la maîtrise de tout ce qu'il fait. Donc maintenant, lorsque vous reprimez de cette manière, d'abord, ça n'honore pas comme le corps que vous représentez, parce que vous êtes là pour la défense de la population. Vous êtes là pour défendre la population. Pourquoi ils ont été investis? C'est pour défendre la population contre justement ces terroristes-là. Les terroristes vous ont attaqué, un des leurs, malheureusement, a perdu la vie. Vous êtes arrivé donc à capturer certaines personnes, mais il faudrait que la lumière soit faite pour identifier véritablement s'ils sont des terroristes ou non. Mais les exécuter, c'est là où moi je dis qu'il y a problème. Non, nous condamnons tous le fait que des civils aient perdu la vie sous les balles des militaires qui étaient censés les protéger. Nous sommes tous d'accord que c'est une bavure. Que ça soit à Boulekessi, où la réaction a été immédiate après que un terroriste ait tué un militaire, ou au niveau de Mopti, où des gens ont été arrêtés dans un village et on a sélectionné certains qu'on a libérés et on a exécuté les autres. Nous disons que tout cela, c'est de la bavure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Je répète, l'armée malienne n'a rien contre la population civile malienne. C'est la confusion que les terroristes ont réussi à semer entre eux et la population civile. Et surtout,
l'armée qui est censée aujourd'hui, qui est contrôlée par la G5 Sahel, n'a pas tous les renseignements nécessaires pour anticiper et identifier à temps ces terroristes qui viennent attaquer. Mais je voulais terminer. Moi, je parie bien que au sein de l'armée malienne, il y a même des complices qui jouent en faveur des djihadistes, qui donnent des renseignements sur la position des militaires. Comme on l'a vu dans le cas du Burkina Faso. Ce que moi je voulais dire, c'est que le fait que vous avez quand même arrêté les gens, c'est là où moi je comprends. Vous avez quand même pu mettre la main sur des présumés terroristes. Le mieux, c'est de les livrer. Moi, je me rappelle quand même un cas où, vous savez, il y a un politique togolais qui a été militaire, qui a servi dans un pays dans le maintien de la paix. Il dit les consignes sont strictes. C'est-à-dire, vous n'ouvrez le feu que si on ouvre le feu sur vous. Voilà. C'est un peu ça, justement, la subtilité. C'est qu'effectivement, vous avez des militaires qui sont offusqués parce qu'on a blessé l'un des leurs. Ils vont capturer une population. Effectivement, comme Constant l'a dit, les djihadistes se servent d'un bouclier humain. Oui. Ils se servent un peu de ça. Vous capturez les gens. Ils sont même rendus service aux terroristes, en tuant les populations. Alors, vous faites un massacre. Mais le problème qui se pose, c'est que votre hiérarchie vous couvre. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que votre hiérarchie vous couvre jusqu'au ministre, avant qu'une enquête ne vienne désoliariser. Là où la hiérarchie aurait dû prendre les devants, c'est pas son et mettre ça dans le creuset de la justice pour rétablir la confiance au niveau du pays. Alors, ça pose la question, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais de cette symbiose qu'il peut avoir entre l'armée et les nations. L'armée et les nations. En réalité, le problème qu'il y a avec les nations africaines, c'est qu'en réalité, elles ne connaissent pas exactement comment fonctionne leur structure d'État. C'est vrai que là, dans ce cas précis, on parle de l'armée. Mais si, par exemple, je prends par exemple le cas du Togo, combien savent comment fonctionne l'hôpital de Tokon? Quels sont les recours? C'est-à-dire que l'architecture, comment cela se passe-t-il? Bon, quelles sont les personnes qui savent exactement comment le port tire ses ressources? Ou comment se tirent les ressources du phosphate et est géré. Je donne un exemple banal. Je me souviens à l'époque, on avait des patrouilles de police. Comment se gèrent les patrouilles de police? En réalité, nos propres États, dans le structurel, on ne les connaît pas. Donc, ça amène un certain nombre de malentendus parce qu'on va exiger parfois de l'agent ou de la structure quelque chose, en fait, peut-être qui n'est pas de son recours. C'est pour ça, en fait, je dis, dès le début, on s'est basé sur un certain nombre de choses coloniales récupérées. On a poursuivi avec des structures, mais on a agrandi le fossé qui pouvait se trouver entre les populations et les structures d'État. Parce qu'en réalité, même si, par exemple, demain, maintenant, je me lève et que je vais, je sais pas moi, au ministère de l'Enseignement, je suis incapable de dire comment cela fonctionne. Alors, je dis, pour rétablir cette confiance, il faut justement pour moi du service civil, du service militaire qui vont forcer l'équité, parce que je ne vois pas comment on pourrait à un moment faire un certain nombre de favoritisme, un certain nombre de clientélisme, si à un moment tout le monde prend conscience de comment les choses se passent. Parce qu'il y a des gens qui diront, mais non, à un moment, non, normalement, cela ne se passe pas comme ça. Cela ne doit pas se passer comme ça. Nous allons maintenant en Libye, second sujet. La Libye s'enfonce un peu plus dans la crise avec un nouveau bras de fer entre autorités politiques rivales autour du contrôle des terminaux pétroliers et de la gestion des revenus de l'or noir. L'un des engagements pris le mois dernier à Paris, déchiré par une lutte de pouvoir acharnée, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est dirigée par deux entités rivales, le gouvernement d'union nationale de Tripoli et le cabinet parallèle installé dans l'Est. Constant Lemou, c'est vrai que le pétrole, c'est la principale ressource de la Libye. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit en Libye, tout le chaos qu'il y a, l'or noir est au centre. C'est à cause de l'or noir que Muammar Kadhafi a été tué. C'est pour fonctionner l'or noir impunément que les Occidentaux ont organisé et se sont organisés pour tuer Muammar Kadhafi qui exploitait les richesses de son pays au profit de la population. Aujourd'hui, c'est le chaos qui règne. Personne ne contrôle la Libye. Même ce gouvernement qui fonctionne sous la houlette des Nations Unies
installés à Tripoli ne contrôlent qu'une partie de la Libye. L'autre partie, bien sûr, étant sous le contrôle de l'armée, avec un bon cordon d'exploitation du pétrole. Figurez-vous qu'un pays est un gouvernement et quand on vend le pétrole, eh bien, les recettes sont partagées entre des groupes qui contrôlent chacun un coin du pays. Et aujourd'hui, le comité installé dans l'est du pays, qui contrôle désormais une bonne partie des exploitations pétrolières, trouve que les répartitions qui sont habituellement faites ne satisfait pas à leurs besoins, ou du moins les répartitions sont mal faites et désormais eux ils se chargent d'exploiter et de vendre le pétrole. Voilà le résultat auquel les Occidentaux ont amené l'Afrique et la Libye, le résultat auquel les Libyens sont parvenus après avoir livré Muammar Kadhafi, qui faisait quand même l'unité du pays et qui œuvrait vraiment. Aujourd'hui on le regrette, mais on ne peut pas le ramener. C'est vraiment dommage. Alors, ce qui est quand même paradoxal, Sylvain, c'est que le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, qui s'est emparé des installations pétrolières, dit bon, nous allons remettre ces installations sous le contrôle du gouvernement dans l'est, alors que les quatre personnalités sont retrouvées à Paris pour signer un accord qui scellait une entente. Et donc, en principe, il aurait dû remettre ça au gouvernement de Tripoli. Non, vous savez, c'est du moins la principale source de revenus donc de ce général-là que vous avez dit. Donc, vous savez, il y a Constant qui a peint, en fait, du moins le visage de la... C'est ça, quoi. Kadhafi a été tué à cause donc de l'or. Et à cause donc de l'or noir, justement, du pétrole. Et là, c'est justement à cela que nous pouvons assister, parce que, c'est parce qu'il veut mettre ce pays-là dans des ruines, il veut mettre donc ce pays-là dans une situation totalement incontrôlable pour pomper la Libye et pomper bien le pétrole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la stabilité de la Libye ne profite c'est pas pour demain, parce que souvent exploité dans ces genres de personnalités, parce que pourquoi voulez-vous aujourd'hui, il est vrai, nous avons quand même une forme donc de gouvernement qui est en Libye, mais vous vendez le pétrole et que vous partagez, vous semblez partager au même moment où vous voulez quand même l'unité du pays, au même moment où vous donnez plein pouvoir donc à ceux qui sont à Tripoli, vous payez le pétrole et vous repartissez. Donc l'argent entre le gouvernement et puis l'autre. Non, il ne peut jamais avoir donc deux capitaines dans le même bateau. Donc ils vont utiliser ces fibres-là, diviser les gens pour mieux régner. Cette Libye, la Libye, la paix n'est pas pour demain. La paix n'est pas pour demain. Tant que l'or continuera donc de circuler donc dans les gazoducs, dans les pompes donc de la Libye, vous verrez qu'ils n'auront jamais la paix, parce que les gens sont là, c'est à cause donc de l'or qu'ils ont fait la guerre, c'est à cause donc de l'or noir qu'ils ont tué Kadhafi, et ils vont toujours utiliser les Libyens, monter les Libyens contre eux, les hommes contre eux, pour ne serait-ce que pour pérenniser leur domination. Et puis figurez-vous qu'il y a des zones en Libye où les Libyens n'ont pas le droit de mettre pied. Ils appellent zone sécurisée. Seul ces puissances occidentales, les occidentaux exploitent le pétrole dans ces zones sous aucun contrôle d'un Libyen. Voilà le résultat, comme je l'ai dit précédemment. Voilà ce à quoi nous conduisent les multinationales sous le contrôle des politiques des puissances occidentales. Finalement, avec une complicité de la diplomatie africaine. Oui, il faut le dire aujourd'hui. L'Union africaine, elle est amorphe. Lorsque ce problème-là s'est posé, l'Union africaine a été tellement naïve, si on peut le dire, sur la situation. Elle n'a pas été naïve. Non, ils n'ont pas réagi comme il fallait, parce que il y a des gens qui ont même... Non, il y a des gens... C'est ça, celui qui donne l'argent. Il y a quand même certains présidents qui ont osé la loi. Si nous prenons le cas de l'Afrique du Sud. Ils n'avaient pas besoin de l'argent pour dire non à l'attaque contre la Libye. Ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils ne peuvent pas dire non à leur employeur. Non. Il faut des noms. Parce que c'est la France. Non, il faut des noms. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et surtout, de quelle manière ils sont arrivés à la tête de leur pays.
C'est ça. C'est cela. Donc on parle de gouverneur. Comment ils sont arrivés, c'est ça. On parle pas de chef d'État de pays indépendants. On parle de gouverneur. Nous avons des présidents. À qui on octroie des aides. À qui on octroie des aides, à qui on octroie à chaque fois les communautés. Maintenant, ceci étant dit, je pense que la Libye, c'est une bonne leçon. Parce que, comment dirais-je, ce n'est pas parce que à l'extérieur on pointe quelqu'un du doigt chez vous et qu'on dit il est mauvais, c'est le diable, c'est le truc. Il faut faire la part des choses. La personne peut avoir un avis, mais cet avis n'est pas un avis maître. Mais figurez-vous que la France ne peut pas, sous le contrôle de l'ONU, descendre en Libye si la diplomatie africaine avait refusé. Attends, tu parles de ça, Je parle justement de ça, parce qu'à l'époque, il y avait quand même certains présidents qui ont refusé. Le problème, c'est que aucun pays africain n'a le droit de veto. Il y avait que deux présidents qui ont refusé ils n'ont pas été soutenus. Non, aucun pays africain ne pouvait bloquer la résolution qui ouvrait la porte à l'intervention. Elle aurait eu un impact. Mais le problème avec l'Afrique, c'est que l'Afrique ne peut pas faire un bloc, d'autant plus que les présidents sont mal élus et sont avec un garrot. Quelqu'un qui vous finance. On l'a vu avec tout dernièrement avec l'élection de la Coupe du Monde pour le Maroc. Il a suffi d'un tweet. On ne parle pas même pas de... Oui, d'un tweet de Donald Trump pour menacer quiconque de voter. Donc, alors je vous laisse imaginer quand ça se passe derrière. Maintenant, ceci étant dit, voilà un peu le problème. C'est-à-dire, on est venu, on a déstabilisé un pays. Et ce pays, on en entend parler, on a l'impression qu'il n'y a rien dans ce pays, qu'on en entend parler que quand il y a deux problèmes. Un problème sur l'immigration et sur le pétrole. Celui qui prétend venir résoudre les problèmes pour vous, ne le fait pas pour vous. Il le fait à son avantage. Tant que le pétrole libyen peut arriver à destination à moindre coût, il n'y a pas de problème en Libye. Tant que l'immigration peut être bloquée et qu'il y a des camps de concentration où on enferme les Noirs, où on viole les femmes, où on tue les gens, il n'y a pas de problème. Et la naïveté, justement, c'est de croire que, comment dirais-je, on va indexer des gens. Oui, la personne a commis des exactions, mais encore il reste-t-il que c'est à vous de le régler. On vient vous régler soi-disant un problème, on a des chefs de guerre, moi j'appelle ça des bandits, et c'est la communauté, ceux qui sont venus bombarder votre pays, le déstabiliser, qui décident de la personne qui est habilitée à négocier et de celles qui sont non grata. D'accord. En tout cas, sujet intéressant. On est obligé de marquer la pause. On va faire des accords à Paris. On est obligé de marquer la pause. On regarde le journal et puis on revient après. Voilà.